Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chercheurs jour après jour. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'est Chercheurs jour après jour, je vous invite à regarder la vidéo de présentation. Alors avant de rentrer dans du concret et de vous montrer à quoi ressemble plus précisément une expérimentation en écologie, il faut que je vous parle un petit peu du contexte dans lequel je fais ces expérimentations. Alors en fait, un de mes sujets de recherche, c'est l'étude des changements d'aire de répartition des arbres en réponse au changement climatique. En fait, j'adore l'idée de penser que les arbres peuvent bouger. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet en prenant l'exemple de l'aire de répartition de l'érable à sucre. Alors c'est une espèce qui vit en Amérique du Nord. Et en tant que Française, quand on me parle d'érable à sucre, je pense tout de suite au Canada et à son drapeau, et aussi au sirop d'érable. Justement, au Canada, on observe la limite froide, que l'on peut aussi appeler la limite nord, de l'aire de répartition de l'érable à sucre. Et aux États-Unis, on voit sa limite chaude, qui est aussi, bien évidemment, sa limite sud. Et on comprend facilement ici que une aire de répartition en fait désigne l'aire géographique au sein de laquelle vit une espèce. Bien évidemment, ma carte est en 2D, mais n'oublions pas que nous vivons dans un monde en 3D, heureusement pour nous. Donc, il faut aussi prendre en compte la dimension altitude. Et oui, en montagne, je suis sûre que vous avez déjà observé ça, les bandes de végétation selon l'altitude justement. Et donc pour une espèce donnée, en plus de sa limite froide en latitude, comme la limite nord de l'érable à sucre que l'on voit sur cette carte, on observe aussi une limite froide altitudinale. Et oui, au-dessus d'une certaine altitude, l'érable à sucre par exemple, il est absent. Il va être remplacé par d'autres espèces qui, pour cette espèce, sont plutôt des espèces boréales. Et donc, il existe aussi, de la même manière, une limite chaude altitudinale. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'une espèce qui vit dans l'hémisphère nord, et c'est pour ça que je parle de limite froide au nord et limite chaude au sud. Et bien évidemment, si on prend l'exemple d'une espèce qui vit dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Ça va être la limite sud qui est froide puisqu'elle est plus proche du pôle sud et la limite nord qui est chaude puisqu'elle va être plus proche de l'équateur. Vous vous doutez bien que le climat va influencer l'aire de répartition des espèces. En effet, on est tous habitués, et puis ça nous paraît même évident de voir des cactus plutôt dans des milieux arides et chauds et de voir l'ours polaire dans des milieux froids et non l'inverse. Donc on se doute bien que le climat va jouer un rôle quant aux habitats au sein desquels vivent les espèces. Le problème actuel, c'est l'augmentation des températures que l'on observe à l'échelle de la planète. Et ici, sur cette carte issue du dernier rapport du GIEC, alors le GIEC, en fait, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc sur cette carte, on voit l'évolution des températures entre 1901 et 2012, selon là où on se trouve sur le globe. Et en fait, cette évolution, elle est positive pour presque toutes les régions du globe, avec pour beaucoup d'entre elles une augmentation supérieure à 1 degré. C'est toutes les régions que vous voyez en rouge et en mauve. Et donc on peut se demander quel va être l'impact de ce réchauffement climatique sur l'aire de répartition des arbres. Et une des premières choses que les chercheurs ont fait pour essayer de répondre à cette question, ça a été de cartographier les endroits futurs où le climat sera favorable à la survie de l'espèce en fait. Donc si on garde toujours notre exemple de l'érable à sucre, ce que vous voyez ici sur cette carte, en jaune et en vert, en fait, vous avez l'aire de répartition actuelle de l'érable à sucre. Et ce que vous voyez donc en vert et bleu, ça serait les habitats potentiels futurs de l'érable à sucre dans une centaine d'années. Et ces habitats sont uniquement déterminés par le fait que le climat sera favorable à cet endroit-là. Donc ce qu'on remarque, c'est que en vert, l'espèce est déjà actuellement à cet endroit-là. Par contre, en jaune, ça veut dire que ces habitats, là où l'espèce est actuellement présente, vont devenir défavorables, puisque le climat ne sera plus favorable. Donc soit il fera trop chaud ou pas assez de précipitations, etc. Donc on peut se demander, au niveau du coup de le sud de l'aire de répartition de l'érable à sucre, qu'est-ce qui va se passer dans une centaine d'années? Est-ce que l'espèce va réussir à s'adapter à des conditions du climat qui vont être différentes?
ou est-ce qu'elle va disparaître? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Et en limite nord d'aire de répartition, ce que vous voyez, c'est que en bleu, on a des habitats qui vont devenir favorables. Donc on peut se demander, est-ce que l'espèce va pouvoir coloniser ces nouveaux habitats qui sont favorables en bleu? Parce que s'il faut bien s'imaginer ici, c'est qu'on a plusieurs centaines de kilomètres entre la limite des deux couleurs vert et bleu et tout au nord de la zone bleue. Donc est-ce que les arbres en 100 ans vont être capables de coloniser toute cette zone bleue? C'est une grande question de recherche que je vais un peu développer ici. Donc effectivement, c'est la question qui nous préoccupe en limite froide. Est-ce que l'espèce va réussir à coloniser ces nouveaux habitats qui seront devenus favorables dû à l'augmentation des températures dans les décennies à venir? Donc pour essayer de répondre à cette grande question, on peut essayer de la diviser en plusieurs parties. Déjà, est-ce que l'espèce va arriver jusqu'à ce nouveau milieu? On se doute bien que c'est pas l'individu qui vit là actuellement dans la zone verte qui va se déplacer sur ses petites pattes pour immigrer et arriver dans quelques décennies au niveau de la zone bleue. Pour l'instant, quand j'ai fait mes recherches, j'ai toujours pas vu de hent. Alors peut-être qu'il se déplace la nuit et que je vais pas sur le terrain la nuit, mais pour l'instant, j'ai jamais personne qui m'a parlé de hent. Donc, bien sûr que ce ne sont pas les individus qui vont se déplacer, mais c'est les populations de l'espèce qu'on étudie qui va se déplacer. Et comment cette espèce va se déplacer? Via ses graines. Donc la question, c'est est-ce que les graines vont réussir à atteindre ces nouveaux habitats? Alors que sur leur route, il y aura sûrement des obstacles, que ça soit des montagnes, une rivière, etc. Et que selon l'espèce qu'on étudie, les graines n'ont pas du tout les mêmes propriétés au niveau de leur dispersion. Une graine d'érable à sucre que vous voyez ici, les samars, donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est les hélicoptères qu'on lançait quand on était petit là pour s'amuser et qui volent là, qui sont très jolis à voir, les hélices là, bref, moi j'adore ces hélices là. On se doute bien que ça va avoir des propriétés de dispersion complètement différentes qu'un gland pour un chêne par exemple, qui là avec la gravité va tomber au pied de l'arbre, et à moins qu'un animal, parce qu'il y a aussi les animaux qui rentrent en jeu, le déplace plus loin, restera seulement qu'au pied de l'arbre. Donc ici, en fait, cette question de est-ce que l'espèce va arriver jusqu'à ce nouveau milieu, c'est toute une question qui rentre dans ce qu'on appelle un filtre biogéographique ou historique. Certaines espèces ne se trouvent pas à certains endroits, pas parce qu'elles ne peuvent pas y vivre en termes de physiologie, température ou autre, mais juste parce que les graines sont jamais arrivées à cet endroit-là. Il n'y a pas d'autre explication parfois. Donc ça constitue un premier filtre d'étude, qu'on appelle filtre biogéographique ou historique. Maintenant, imaginons que la graine est arrivée dans ce nouvel habitat qui est favorable d'un point de vue climatique. On peut se demander, ok, la graine est là, mais est-ce qu'elle va germer? Est-ce qu'elle va aboutir à un semis? Donc un semis, c'est un arbre, on va dire, en bas âge, on va dire un bébé arbre, pour simplifier ça à l'extrême. Ici, vous avez des images de semis pour des érables. Donc là, c'est des semis qui ont peut-être 2-3 ans. Et une fois que ces semis existent, le but, c'est qu'ils survivent, qu'ils grandissent, et puis à la fin, qu'ils aboutissent à un arbre adulte qui peut se reproduire. Parce que bien sûr, pour que l'espèce subsiste, il faut qu'il puisse se reproduire. Sinon, si vous avez un arbre tout seul à un endroit et puis il meurt avant de s'être reproduit, l'espèce n'a pas migré, il n'y a pas eu colonisation de ce nouvel habitat. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la graine germe, pour que le semis survive et aboutisse à un arbre qui peut se reproduire? Évidemment, il faut des conditions climatiques favorables. Donc ici, dans notre cas, on a dit que c'était favorable. Mais il y a plein d'autres conditions du milieu qui vont jouer aussi. Il y a le sol. Ça se peut très bien que le milieu dans lequel ils sont arrivés, le climat est favorable, mais si le sol n'est pas favorable, si, je sais pas, prenons l'exemple que la graine tombe dans du sable, et c'est pas du tout une espèce qui peut germer dans du sable. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas tant d'espèces que ça qui peuvent vivre dans des dunes, par exemple. Ensuite, vous avez également la topographie, la pente, vous avez plein d'autres facteurs du milieu, des facteurs environnementaux. Donc ceci constitue un second filtre qu'on appelle le filtre abiotique, puisqu'il ne concerne que des facteurs environnementaux. Enfin, on imagine que ça a été très bien pour notre semis, il a pu grandir, etc. parce qu'il avait les bonnes conditions climatiques, du sol, etc. Tout l'environnement abiotique est bon pour la survie de semis et de l'arbre. Cependant,
Lorsque la graine puis le semis sont dans cet environnement, ils sont arrivés dans un environnement qui n'est pas désert au niveau des autres êtres vivants. Il va y avoir d'autres êtres vivants autour d'eux qui vont également avoir besoin des ressources du milieu et ou qui vont peut-être être prédateurs de cette espèce. En effet, ici vous avez l'image, mon image préférée de cette présentation qui est cette chenille qui semble vraiment très dangereuse. Mais effectivement, vous allez avoir des insectes qui vont sûrement manger les feuilles, etc. Ou même des grands herbivores. Ça peut donc compromettre leur survie. Mais également, il y a aussi d'autres choses. S'il y a d'autres espèces à côté, il peut y avoir d'autres plantes qui ont besoin de la même ressource. Je prends un exemple très caricatural, mais c'est juste pour expliquer. On est dans un milieu, vous avez soif. Vous allez vous chercher un verre d'eau. Donc ça veut bien dire que la ressource, elle existe dans le milieu puisque vous avez l'eau. Mais manque de bol, c'est votre voisin qui boit votre verre d'eau. Donc vous n'avez plus accès à l'eau, pas parce qu'elle n'existe pas dans le milieu, juste parce que c'est un compétiteur qui l'a prise avant vous. C'est exactement pareil pour les arbres, que ça soit pour la lumière, pour les nutriments ou pour l'eau. Toutes ces conditions-là peuvent être réunies dans le milieu. Mais s'il y a un arbre qui pousse plus vite que vous, puis qui vous fait de l'ombre au-dessus, pour le petit arbre qui est en dessous, ça peut être très gênant, il est peut-être pas assez compétitif, alors qu'à la base, il a la lumière. C'est exactement pareil pour l'eau, etc. Donc ceci constitue le troisième filtre, le filtre abiotique. Le filtre biotique, pardon. Enfin, c'est ce que j'ai déjà dit précédemment, si notre semis passe ces trois filtres et arrive à former un individu adulte capable de se reproduire, c'est bien, mais s'il est tout seul, il est le seul à avoir réussi à faire ça de son espèce, mais l'espèce n'a pas colonisé un nouveau milieu, il faut qu'il y ait plusieurs individus qui arrivent à ce stade-là pour qu'ensuite ils puissent se reproduire entre eux et aboutir à ce qu'on appelle une population viable, c'est-à-dire qu'il y a assez d'individus dans la population pour que cette population puisse croître. C'est pour toutes ces raisons que ce n'est pas si évident que si un milieu devient plus favorable en termes de climat pour une espèce, c'est pas si évident que cette espèce va coloniser ce nouveau milieu. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de chercheurs qui étudient justement ces différents filtres biogéographiques, donc juste les capacités de dispersion des espèces, les capacités physiologiques, est-ce qu'elles peuvent s'installer sur tel ou tel sol par rapport à tel ou tel climat, ou aussi juste la compétition et toutes les interactions qui existent entre les espèces elles-mêmes. Et donc, comme je vous le disais, moi j'étudie cette problématique et je me demande est-ce que les espèces d'arbres pourront-elles suivre le déplacement de leur bioclimat ? Et j'étudie ça par rapport, forcément, vous vous en doutez bien, à l'érable à sucre, puisque j'effectue mon post-doctorat au Québec. Et en fait, j'étudie la régénération des semis, donc c'est-à-dire, au lieu d'étudier les arbres adultes, j'étudie les arbres lorsqu'ils ont entre 0 et 5 ans, le long d'un gradient altitudinal dans le sud du Québec. Et donc, ça sera l'objet des vidéos futures. J'espère que cette petite vidéo de contexte vous aura plu. Et comme je vous le disais, les prochaines vidéos vont concerner les expérimentations que j'ai en cours concernant la régénération de l'érable à sucre. Voilà, à bientôt!